Bienvenue dans ce dernier chapitre sur la partie des signaux où enfin le grand moment est arrivé. On va parler mécanique quantique, on va parler interaction lumière-matière, on va parler quantum d'énergie. Bref, on va rentrer dans la cour des grands, très grands en physique là, avec cette introduction à un tout nouveau domaine pour vous. Tout ce que vous allez voir dans cette partie est nouvelle et surtout ultra bourrine. Bon courage! Donc voilà, comme d'hab, le programme, hein, bon, vous allez voir, rien de bien particulier. Il a l'air petit même, il a l'air tout innocent, et pourtant, petit mais costaud. Alors, c'est parti. Historiquement, on a pris la lumière pour une onde, une pure quantité d'énergie, rappelez-vous le chapitre d'avant, une énergie qui se propage sans transport de matière, totalement cohérent avec le fait que la lumière se propage dans le vide, et comme dans le vide, il n'y a pas de matière, voilà. Euh, voilà, globalement, ça expliquait plein de choses. Ça explique notamment cette expérience que j'essaierai de vous montrer en classe, hein, de par exemple, vous prenez un rayon laser et vous la faites traverser un obstacle ou une fente suffisamment petite. Alors avec l'obstacle, ça marche très bien, ça marche extrêmement bien avec un cheveu. Donc je vous montrerai, hein. Et si la lumière c'était des particules, si on met un cheveu en travers, on s'attend de l'autre côté à voir le rayon laser et juste le cheveu au milieu qui a bloqué la lumière. Ok, on ne s'attend pas à avoir ça, ce qu'on appelle cette figure de diffraction, c'est-à-dire que on ne peut pas reconnaître là-dedans un cheveu, ok, on voit des taches, des trous, enfin c'est un peu bizarre, hein. Par contre ça, on l'explique totalement si la lumière est une pure onde qui se propage, hein. Donc voilà, je vais pas beaucoup plus loin là-dessus, hein. Donc c'est une onde électromagnétique, c'est-à-dire que c'est une vibration d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui oscillent de façon orthogonale, perpendiculaire entre elles, hein, et perpendiculaire à la direction de propagation. Bon là je rentre sur du technique qui n'est pas vraiment au programme, hein, mais voilà. La lumière c'est l'oscillation d'un champ électrique et d'un champ magnétique et ensuite ça se propage. Très bien. Ça se propage à une certaine vitesse, hein, la célérité de la lumière, donc 3 puissance 8 mètres par seconde. Voilà, ok. Très bien, tout le monde est content, la lumière, c'est une onde. À ça, on y rajoute, comme c'est une onde, hein, eh bien sa longueur d'onde, notée lambda, ok, sa fameuse période spatiale, hein, donc la distance qui sépare deux motifs identiques, et sa fréquence, hein, correspondant à l'inverse de sa période temporelle, donc la période temporelle, le temps qu'il faut à un point de l'espace pour subir deux fois la même perturbation, d'accord? Deux fois de suite, ok, avec cette relation, hein, le C est égal à lambda sur T qu'on a vu dans les chapitres précédents. Bon, là, rien de nouveau, je repasse très vite sur ces formules, on les réutilisera en classe. La description classique d'une onde, ok. Et donc, on a partagé les différentes ondes électromagnétiques, hein, en domaines en fonction de la quantité d'énergie qui se propage. Alors, si on prend dans l'axe de l'abscisse la longueur d'onde, eh bien, on a partagé, on a mis rayon gamma, rayon X, UV, infrarouge, micro-ondes, ondes radio, et le petit truc minuscule tout pitoyable au milieu, c'est ce qu'on appelle le domaine du visible. C'est là que vous allez trouver l'ensemble des couleurs que vous connaissez, hein, de 400 nanomètres, le violet, et l'ultraviolet en dessous, hein, à 800, le rouge, et donc l'infrarouge au-delà. À noter que je ne rentre pas en détail dans les différents domaines, là, pour une simple et bonne raison, c'est un peu votre travail de ce chapitre. Je vais vous attribuer à chaque groupe une famille d'ondes électromagnétiques et vous allez me faire votre plus belle affiche pour me présenter ces fameuses ondes et puis ce sera affiché dans la classe parce que la classe est désespérément triste et vide. Bien, sauf que là, on a un truc, il y a un problème, hein. Tout le monde était content à une époque où on disait que on avait résolu tous les grandes problématiques de la physique, il ne restait plus qu'à régler deux, trois petits soucis, dont notamment il y avait l'effet photoélectrique un peu constaté, notamment Einstein a été rendu célèbre pour l'avoir expliqué, cet effet photoélectrique, hein. L'effet photoélectrique, je l'explique ici, hein, c'est que quand vous éclairez un métal, il y a émission d'un courant électrique. D'accord? Et les électrons qui sont arrachés de ce métal ne dépendent pas de la quantité de lumière que vous envoyez, mais juste de la longueur d'onde. Et là, c'était étrange, parce que pour le coup, on ne comprenait pas bien ce qui se passait. C'était pas cohérent, sans rentrer dans le détail, c'était pas cohérent avec le modèle ondulatoire de la lumière. Et aussi avec avec le rayonnement des corps noirs. Donc un corps noir, hein, c'est un objet qui va émettre une certaine enfin des longueurs d'onde en fonction de sa température. Vous l'avez ça, alors bizarrement, le meilleur corps noir, c'est le Soleil, ce qui est comme quoi des fois les noms ne correspondent pas du tout à l'objet en question.
Vous pouvez avoir ça en approximation aussi sur un métal que vous allez chauffer avec, voilà, avec un chalumeau, il va se mettre à émettre de la lumière. Ok, bon, ben voilà, vous avez ça aussi. Bref, dans tous les cas, le modèle ondulatoire, très bien pour certaines choses, mais ça bute sur d'autres problèmes. À partir de là, hein, un certain nombre de scientifiques vont proposer un autre modèle. Et si la lumière était une particule, le photon? Ce photon, hein, on va à partir de là dire que chaque rayonnement est constitué d'un nombre précis de photons qui possèdent chacun une certaine quantité d'énergie qu'on appelle le quantum d'énergie. D'accord? Et ce quantum d'énergie, il est là, hein, l'énergie du photon est égale à H, la constante de Planck, hein, du nom du scientifique qui l'a découvert, fois la fréquence du rayonnement qui lui est associée. On marche un peu, c'est un truc d'équilibriste, hein, donc vous regardez un rayonnement avec une certaine longueur d'onde. Bon, ben, cette longueur d'onde, vous la convertissez là en fréquence, hein, et pour calculer l'énergie véhiculée par cette petite particule, le photon, ben, vous utilisez cette formule, H fois la fréquence de ce rayonnement. D'accord? Ok? Bon, voilà. Et donc tout échange d'énergie avec la matière sera un multiple de ce quantum d'énergie en fait. Donc c'est-à-dire que finalement la lumière ne peut pas échanger n'importe quelle quantité d'énergie avec la matière, hein, ça est forcément un multiple d'une certaine valeur de ce fameux quantum, hein, la constante H là. D'accord? Ok, bon, voilà. Alors ce photon donc, pour résumer, il se déplace à la célérité de la lumière. D'accord? Il n'a pas de masse. Ça, c'était un peu le truc. C'est une particule, mais qui n'a pas de masse, qui n'a pas de charge électrique non plus, donc absolument insensible à ça, et qui transporte un quantum d'énergie, hein, qui est égal à ce fameux h nu, nu étant la fréquence du rayonnement associé. Cette fréquence, on peut aussi réutiliser la formule, vous savez, le C égale à lambda sur T. Bon, ben, cette fréquence, si on la remplace, ça donne HC sur lambda, qui est probablement la formule que j'ai le plus mangé en prépa et à la fac, puisque moi j'ai une spécialisation là-dedans, hein, interaction lumière-matière. Le E égale HC sur lambda, je vais vous dire, je pense toute ma vie, je n'oublierai jamais cette formule. Donc voilà. Donc les échanges d'énergie qui pourraient y avoir entre la lumière et la matière ne pourront être que des multiples de ce quantum d'énergie. D'où mécanique quantique. C'est de là que ça vient, la mécanique quantique qui vient s'opposer à la mécanique classique. La mécanique quantique stipule uniquement cette histoire de quantum, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir des échanges d'énergie avec la matière que par multiple d'une quantité élémentaire d'énergie, le quantum d'énergie, donc mécanique quantique. Bien, ah ben en application, si vous n'avez rien compris à ce que je viens de vous expliquer, ah ben félicitations, hein, puisque certains scientifiques ont dit si vous avez tout compris à la mécanique quantique, c'est que je me suis probablement mal exprimé, d'accord? C'est un domaine où vraiment là on vous introduit quelques notions, on s'arrête pas plus, on va pas plus loin que ça, sinon vous allez péter une pile. Je vous donne deux applications ici, hein, calculer l'énergie d'un photon qui est associé à cette longueur d'onde, et ensuite calculer la fréquence et la longueur d'onde d'un rayonnement pour lequel l'énergie d'un photon est ça. Ok? Bien. Et donc, comme je vous ai dit, la lumière ne va interagir que sous quantum d'énergie. Mais du coup, pourquoi? Eh bien, tout vient des niveaux d'énergie que vous avez déjà vus des atomes. Rappelez-vous de ces électrons qui se casent là dans les couches électroniques. Eh bien, ces couches, en fait, chaque couche est rattachée à une énergie, une quantité d'énergie précise. Donc, vous avez le niveau fondamental, hein, c'est la première couche, là, le 1s, ok, et ensuite ça monte, 2s, etc., etc. Et donc, lorsque vous pouvez techniquement, avec de l'électricité ou donc avec de la lumière, hein, vous pouvez faire passer les électrons d'un niveau à un autre. Mais voilà, c'est ça qu'on s'est rendu compte, c'était ça qui était un peu étrange, c'est que si on ne peut pas apporter n'importe quelle quantité d'énergie. Vous pouvez amener une petite quantité d'énergie et tac, ça va fonctionner, et des fois, il y a des grandes quantités d'énergie, il ne se passe rien. D'accord? Donc on ne comprenait plus rien et en fait on s'est rendu compte qu'il faut amener pile poil la quantité d'énergie qui permet de passer d'un niveau à l'autre. Que ce soit du niveau fondamental au niveau le plus haut possible ou d'un niveau 2 à un niveau 3, peu importe, du moment que vous amenez la quantité d'énergie qui permettra à un électron de passer d'un état à un autre, condition que cet autre état soit qu'il y ait une place disponible, sinon il est mal barré. D'accord? Le niveau le plus bas, on l'appelle l'état fondamental, le 1S là, ok? Et tous les autres vont être ce qu'on appelle des états excités. Parce que, en fait, quand vous prenez un électron et que vous l'amenez à un autre niveau, c'est pas naturel pour lui, ok? L'atome se retrouve avec trop d'énergie, donc très vite l'électron va revenir à son état fondamental. Donc, on appelle les autres états les états excités, ok?
Et le niveau le plus haut qui correspond à une énergie nulle, c'est l'état ionisé. Rien à voir avec ioni, pour le coup, hein. Voilà, l'état ionisé, c'est l'énergie qu'il faut amener pour arracher l'électron à l'atome et que voilà, il est juste sorti. Il ne bouge pas, et vous lui amenez pile poil la quantité d'énergie pour l'arracher de l'électron. D'accord? Dans ce cas-là, l'atome devient un ion, donc on a appelé ça l'état ionisé. D'accord? Et oui, donc les niveaux d'énergie, hein, pour ce niveau d'énergie où les électrons sont arrachés, c'est égal à 0 électron-volt. On ne parle pas en joules. On pourrait parler en joules, mais les quantités d'énergie sont tellement faibles qu'on a décidé de parler en électron-volt. Donc je vous la donnerai, hein, il y a une conversion à faire entre les deux grosses unités. Il n'y a rien de bien méchant là-dedans, hein. Mais en fait, on a préféré mettre pour les autres niveaux là une valeur d'énergie négative. Sous-entendu, par exemple, si le niveau là il est de moins 13,6 électron-volts, sous-entendu, il faut amener 13,6 électron-volts pour arracher cet électron. D'accord? Là encore, on a préféré mettre des valeurs négatives pour dire il faut apporter de l'énergie pour arracher l'électron. Ok? Et donc forcément, eh bien, le niveau pour lequel l'électron est libéré, eh bien, il n'y a plus besoin d'amener d'énergie pour le libérer. Donc le niveau d'énergie là pour cet état ionisé est de 0. Ok? Ça va? Personne n'est mort? Bien, on continue. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, deux choses l'une. Vous allez éclairer des atomes comme ça se passe autour de vous en ce moment même. Partout. Sauf si vous êtes dans le noir complet, mais vous ne pouvez pas l'être puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo. Un atome va absorber un photon, uniquement si ce photon a une quantité d'énergie qui permet à un électron de passer d'un niveau à l'autre. J'insiste. Ok? Là, vous avez l'atome qui absorbe un photon, donc, et un électron qui va effectuer une transition d'un niveau bas vers un niveau plus haut. Ok? Il va passer à un état excité, et voilà, d'accord? Et donc l'énergie de ce photon correspondait pile poil à l'écart d'énergie entre les deux niveaux. Donc techniquement, on pourra vous donner un atome, on vous dit regardez, il y a tel niveau d'énergie, quel rayonnement je dois utiliser pour faire passer l'électron de cet état à un autre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là ça a l'air un peu comme ça pour vous, peut-être hyper théorique, mais vous êtes en train de commencer à aborder des notions de taré. On est en train de parler, de choisir quelle est la lumière que vous allez utiliser pour faire passer des électrons d'un niveau à un autre. Vous êtes à un niveau de contrôle de la matière qui est énorme là, ok? C'est le fonctionnement du rayon laser. Enfin là, on est en train d'aborder des notions qui sont juste ouf sur les implications derrière. Et à l'inverse, vous avez l'émission spontanée d'un photon. Je ne vous parle pas de pourquoi on précise spontané, vous allez saigner des oreilles. Mais voilà, lorsqu'un électron est à un état excité, il va pouvoir revenir à un état plus bas en émettant, en libérant l'excédent d'énergie, là, il va émettre un rayonnement. Et voilà, et donc la différence d'énergie entre ces deux niveaux, eh bien ça correspondra à l'énergie véhiculée par ce photon, et donc vous pourrez en déduire la longueur d'onde associée à ce photon. Et voilà, et j'ai envie de dire c'est tout. Bref, hein, à peu près. On va en parler de toutes les implications en classe. Malheureusement, on aura une séance sur le modèle particulier et une séance sur le modèle ondulatoire. Si j'ai plus le temps, on pourra en parler plus, mais voilà, le programme est tellement, je trouve ça presque insultant d'aborder cette mécanique quantique, toute la beauté de ce chapitre, hein, l'élégance aussi surtout. Au milieu, tout le reste c'est noyé. On va faire ça, on va torcher ça en une semaine. Bon, bref, c'est un peu dommage, mais bon, bref, c'est une initiation à la mécanique quantique. Moi, j'en ai fini pour cette partie. Digérez bien tout ça, hein, parce que pour le coup, c'est quand même une bonne révolution, hein. Je suis quand même en train de vous parler de la plus grande découverte du XXe siècle en physique. On fait ça là, on torche ça en 15-20 minutes. Bon, je trouve ça un petit peu malheureux, mais bon, bref. Bonne fin de journée et à la prochaine séance.